Il est maintenant temps de vous présenter notre prochain invité. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup besoin de présentation dans la région. Il est très connu. Il a été conseiller à Ville de Saguenay. Il a été président de la Conférence régionale des élus. Il a été ministre. Et maintenant, je vous présente M. Serge Simard, député de Dubuque et adjoint parlementaire du premier ministre pour la région. M. Simard. D'abord, vous me permettrez bien sûr de saluer quelques personnes. Je vais saluer M. Potvin. Monsieur le maire, merci de nous recevoir chez vous. M. Gérald Savard, préfet de la MRC du domaine du Roi et maire de Chambord. M. Savard. M. Gérald Savard, que j'ai rencontré ici, préfet de la MRC du Fjord. Mme Manon Cyr, je crois que Manon est encore ici, mais elle doit nous quitter quand même prochainement. Je la salue. M. Jean-Sylvain Lebel, sous-ministre, souvent collègue de travail. Le lauréat aujourd'hui, la personnalité forestière, Louis, merci d'être là. Félicitations encore pour ta nomination. Avec tout ce que tu as fait, c'est normal que tu sois reconnu comme tel. M. Gérard Poulain, président de... Gérard, Monsieur le Président, merci de votre invitation. Madame Diane Bouchard, directrice. Chers conférenciers invités, je vous remercie de ce que vous nous avez présenté ce matin. Il y en aura encore cet après-midi. Entrepreneurs, forestiers, bien sûr, entrepreneurs, qu'on disait chez Desjardins, c'est ça? Entrepreneurs, parce qu'il y a des femmes aussi maintenant dans l'industrie forestière. Travailleurs forestiers, bonjour à vous tous. D'abord, permettez-moi, dans un premier temps, de vous transmettre les salutations de mon collègue Philippe Couillard, député de Roberval et premier ministre, ainsi que M. Laurent Lessard, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, qui ne pouvait être ici présent aujourd'hui avec nous. C'est pour moi un grand plaisir, en tant que citoyen de la région et député de Dubuque, d'être avec vous aujourd'hui pour ce congrès de l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le rôle de l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans la région se doit d'être souligné. En effet, par son travail acharné et sa passion pour le secteur forestier, l'association contribue à informer la population sur l'aménagement durable des forêts et sur l'utilisation et la transformation des ressources et du territoire, sans oublier l'importance des retombées socio-économiques de ces activités pour toute notre région. Elle sensibilise les jeunes, on l'a vu tout à l'heure, il y a eu des présentations, les milieux scolaires, les intervenants et toute la population aux différents enjeux liés à la forêt et donc à son importance sociale, environnementale, économique et culturelle. En présentant aux jeunes les innovations, les technologies et les nombreux défis qu'offre le secteur forestier, elle stimule leur curiosité, favorisant bien sûr la relève. C'est très important. Et je dois vous dire que, moi je dis ça depuis longtemps, l'association forestière est pour la main-d'œuvre forestière ce que la sylviculture est pour la forêt. Je vous félicite pour votre détermination à pousser les jeunes et les moins jeunes vers une carrière dans le domaine forestier et votre travail de promotion de la culture forestière. D'abord, avant de terminer, j'ai écouté ce matin qu'est-ce qui s'est dit. Je dois vous dire que M. Larue nous a ouvert l'esprit un peu, je dois vous dire, d'une façon même très importante. Il nous a dit ce matin qu'il y avait du changement au niveau de la forêt. Et puis moi, je vous dis, le changement, c'est tout ce qu'il y a de permanent. C'est bête de le dire, mais c'est comme ça que ça marche. Moins d'utilisation du papier, plus de biodiversité, la recherche, plus de produits dérivés de la forêt, et on en passe. Pour passer à travers ces changements structurels, il faut travailler ensemble. Tous les pays sont interpellés à ce sujet.
On l'a parlé ce matin, la Finlande, la France. J'ai été visiter les Vosges. Moi, c'est fou ce qu'on fait avec le bois en France. Dans la région des Vosges, c'est impressionnant, là, je dois vous le dire. C'est impressionnant. Et bien d'autres pays. Tout le monde est réfractaire, bien sûr, au changement. Si je vous pose la question à vous, là, n'importe qui d'entre vous, les madames, les messieurs, hein, qui n'est pas enragé quand sa femme change sa brosse à dents de place? On la cherche, sa maudite brosse à dents, et puis on est maudit. Pourtant, c'est ça. C'est ça du changement, vous savez. Hein? On a dit ce matin, quand vous cherchez votre rouleau de papier de toilette, si on vous le donne sur un iPad, c'est pas une bonne idée, là. Ça, c'est du changement. Mais ça fait pas la même affaire, tout à fait. Ça fait que ça, c'est du changement. L'électronique peut devenir, je vous le dis, une opportunité plutôt qu'une menace. Il s'agit de penser à la productivité. Qu'est-ce que ça peut nous donner dans nos usines? À la rentabilité. Qu'est-ce que cette productivité-là peut donner à nos usines? La rentabilité. À la compétitivité. Si vous êtes rentable, vous êtes compétitif. Pourquoi? Parce que vous avez rentré des nouvelles technologies. Maintenant, tout ça nous amène à la viabilité de l'entreprise. À long terme, il ne faut pas être vivant juste 2 ans, il faut être vivant longtemps. C'est ça l'objectif qu'on a tout le monde. On fait de l'exercice, on fait toutes sortes de choses. C'est quoi qu'on fait? On prend des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de vivre. Ben, c'est la même chose dans l'entreprise. Je pense qu'il faut absolument là-dessus qu'on serre les coudes, puis c'est ça qu'il faut faire avec la technologie d'aujourd'hui. Moi, je me souviens, quand j'étais directeur de caisse, à un moment donné, il y a une entreprise forestière. Moi, la forêt, j'y crois à maudit. Je peux vous dire une chose, là, j'y crois. Il y a une entreprise forestière, pas nommée, elle faisait du bois de plancher, on ferme. Pourquoi? On avait des difficultés. Nous autres, comme institution financière, on ramasse. Bien sûr, on ramasse tout ce qui s'appelle équipement. Je réunis mon conseil d'administration, j'avais des offres pour les équipements. Savez-vous c'était qui? C'était des Chinois. J'ai dit à mon conseil, là, on a le choix. On vend ça à bon prix aux Chinois, ou ben donc, on vend ça moins cher à une entreprise d'ici qui peut continuer à faire travailler le monde d'ici. Mon conseil a fait le bon choix. Il a vendu ça à des gens d'ici, ils ont fait travailler des individus, des familles, hein, des femmes, des hommes. On n'a pas fait gagner la vie aux Chinois, on a fait gagner la vie aux gens d'ici. Il faut être inventif, il faut y croire, il faut être tenace. C'est ça l'objectif. Dans le domaine de la forêt, personnellement, moi, j'aime les défis. Et dans la forêt, il y en a. Hein? J'ai pas un secret pour personne, là. Bon, j'ai reparti 2 scieries. Il y en a une qui a de la difficulté encore, mais je vais vous dire, on va travailler fort dessus, en maudit. Puis moi, ce que je veux, c'est faire travailler le monde. Ça fait que on va y travailler, soyez-en certains. Pour cela, bien sûr, ça prend de la passion. Il faut être passionné. Il faut être des travaillants, parce qu'on le sait, c'est de l'ouvrage. Il faut, bien sûr, croire à l'industrie forestière. N'est-ce pas, André? Je pense qu'il faut croire à l'industrie forestière. Il faut avoir de la vision. Je pense que ceux-là qui sont ici en ont de la vision. Il faut être solidaire entre nous, les gens du domaine forestier, avec les politiciens et avec la population. C'est que vous voulez, un politicien, c'est juste votre représentant, là. Si vous n'êtes pas là pour y parler, pour lui dire ce que vous attendez de lui, pour au moins lui dire quelle vision vous avez parce que vous êtes dans le domaine, c'est très important. Moi, si personne me parle, je ne peux pas défendre personne. Si les gens me vendent leurs affaires, comme n'importe quel autre représentant, on va travailler ensemble. C'est ça, être solidaire. Vous êtes des gens qui avaient toutes ces qualités, qui avaient tous ces critères. Donc, la forêt a de l'avenir avec des gens comme vous, puisque l'avenir, c'est la prochaine sortie. Et prenez-la au plus vite, ensemble. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Restez pas loin, M. Simard. Vous savez, j'ai toujours d'autres choses après. Hein? Là, j'ai 2 choses. Là, je vais faire tomber tout ça. Attendez un peu.
OK, on donne un cadeau au conférencier qu'on va remettre aussi à M. Simard. C'est pour se rappeler, quand vous êtes à Québec, que vous êtes d'une région forestière. Je sais que vous vous rappelez souvent. C'est l'école Charles Gravel, qui est une école forêt-bois, qui fait des crayons en bois, des clés USB en bois. On vous les remet. Ça veut dire que c'est quelque chose de très, très régional, un produit régional fait par des jeunes. En plus, on sait que ça vous fait bien. À l'époque où vous étiez ministre, on vous avait remis un poster de l'Association forestière. Mais là, on va vous demander quelque chose, de prendre ce poster-là et de le remettre à M. Lessard pour lui rappeler. On sait que vous croyez à l'Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous nous avez beaucoup aidés ces derniers temps. De le remettre à M. Lessard pour lui expliquer qu'est-ce que c'est notre mission. OK? Ce qu'on voit ici... Ce qu'on voit ici, c'est vraiment là ce que c'est la mission de l'Association forestière, la forêt et le bois au cœur de notre quotidien. Au centre, vous avez les produits du bois qu'on utilise et tout le cycle du bois. Et vous avez les différents métiers reliés à partir de l'aménagement, l'exploitation, première, deuxième, troisième transformation. C'est ce qu'on veut que vous remettiez comme message à M. Lessard en lui disant merci de nous avoir encore soutenus cette année et on attend pour l'année prochaine. Merci. Alors, notre prochain invité est M. Roger Roy. M. Roy est un ingénieur forestier, diplômé de UNB, alors de l'Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton. Il a obtenu sa maîtrise en sciences forestières en 1984 à UBC, en Colombie-Britannique, et il est revenu à UNB pour obtenir son doctorat en 1996. Depuis 1991, il est professeur agrégé, il est professeur à l'école de foresterie de l'Université de Moncton, qui est localisée à Edmundston, au pays des Brayons, en République du Madawaska. Il y a beaucoup de proximité avec le lac Saint-Jean. Depuis janvier 2014, M. Roy est directeur de l'école de foresterie d'Edmonton, qui relève de l'Université de Moncton. C'est un spécialiste des calculs de possibilités, de la simulation, de la gestion intégrée des ressources. Il a fait partie de plein de comités conseils pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick sur qu'est-ce qu'on fait avec nos forêts. Et comme la politique forestière du Nouveau-Brunswick a beaucoup évolué, enfin, il y a eu un tour de roue dans les derniers 12 mois où on s'est dit, là, depuis 82, là, on essaye de faire de la place aux autres ressources, puis on est en train d'échapper quelque chose. L'industrie forestière. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se recentrer notre politique forestière sur l'industrie? Et évidemment, c'est tout nouveau, c'est dans les 12 derniers mois, et on s'est dit que M. Roy serait certainement quelqu'un pour nous faire un beau tour d'horizon là-dessus. Alors, M. Roy, la parole est à vous. Et je ne le vois pas. Ah! Il fallait que j'aille installer mon micro, là. Est-ce qu'on... OK. Je pense que... OK. Tandis qu'on installe la présentation, j'aimerais remercier le comité organisateur de m'avoir invité, puis aussi de saluer tout le monde, les maires, les députés, les représentants du ministère, les représentants de l'industrie, puis les autres congressistes. C'est un plaisir pour moi de venir ici aujourd'hui pour vous partager qu'est-ce qu'on fait au Nouveau-Brunswick. Alors, le titre de ma présentation, je vais être fidèle à mon titre et à mon résumé que vous avez dans le programme du Congrès. C'est l'évolution de l'aménagement forestier au Nouveau-Brunswick. Où en sommes-nous? OK. Alors, le plan de ma présentation, je vais vous parler un peu, pour ceux qui connaissent moins le Nouveau-Brunswick, un petit peu le contexte biophysique, les tenues forestières qui est pas mal différent de ce qu'on a ici au Québec.
de notre loi sur les terres et forêts de la Couronne qu'on a depuis 1982. Le processus de l'aménagement forestier, un petit peu de foresterie 101 là, pour les gens ici qui ne sont pas des forestiers ou des techniciens forestiers ou qui ne travaillent pas dans le domaine. Puis là, je vais vous parler de l'évolution des plans d'aménagement depuis la promulgation de notre loi en 1982, là jusqu'à 2011, où les choses, c'était assez constant, là, la façon qu'on faisait ça. Mais là, depuis 2012, puis les nouveaux plans, là, la façon que c'est abordé, la façon que les décisions sont prises sur comment on va gérer nos forêts, ça a vraiment changé. Alors, puis là, c'est très contesté, là, qu'est-ce qu'on a tout de suite. Alors, peut-être qu'il y a des leçons ici que vous pouvez vous inspirer, des choses à faire ou à ne pas faire. Bon, un peu le contexte biophysique. Le Nouveau-Brunswick, vous savez où ça se situe, c'est juste à côté du Québec. Notre forêt, c'est essentiellement ce qu'on appelle la zone forestière canadienne selon le système de classification des régions forestières, la forêt acadienne. Alors, les essences principales, c'est comme on a ici, on a de l'épinette, mais c'est de l'épinette rouge. On a beaucoup de sapins, des érables, puis les bouleaux jaunes sont les espèces dominantes qu'on a dans nos forêts. La superficie totale de notre forêt, la superficie totale du Nouveau-Brunswick, c'est 7,3 millions d'hectares. Puis le Nouveau-Brunswick, c'est la province qui a la plus grande proportion de ces terres qui sont en forêt, à 85 %. Puis 97 % de cette forêt, c'est une forêt productive. On voit ici une comparaison au Nouvelle-Écosse, au Québec, en Ontario. Alors, on voit 85 %, alors 6,1 millions d'hectares en terres forestières comparativement à 83,9. Alors, c'est petit comparé au Québec. Mais ce qui nous distingue, on voit la tenue ici. 51 % c'est de tenure provinciale. Alors, les terres publiques, on appelle ça au Nouveau-Brunswick les terres de la Couronne, malgré que la reine Élisabeth ne vient pas souvent. Puis, on a aussi 2 % de terres fédérales. L'altitude, ça varie de 0 à 820 mètres au mont Carleton, qui est à peu près dans le centre de la province. On subdivise le territoire en 7 écorégions selon le climat, la précipitation. Puis aussi, on a une grande variété géologique qui va avoir un impact sur la fertilité des sols et donc la productivité de nos peuplements forestiers. Puis aussi, notre géologie est très variable, la morphologie du terrain. Alors, on subdivise les écorégions en écodistricts. Voici une carte de la province. Alors, les couleurs représentent l'altitude. Alors, on voit la partie centrale où se situe le mont Carleton, qui c'était à des niveaux de plus que 800 mètres. Puis, sur la côte est, pour ceux qui vont au Nouveau-Brunswick, l'été, sûrement, vous allez à la côte est, vous allez visiter les plages, comme dans la péninsule acadienne ou dans la région de Shediac. Alors, on voit que le terrain, c'est très plat. Il n'y a pas de montagne dans ce coin-là. Puis, dans le centre, puis dans le nord, les altitudes sont plus élevées, alors ça a un impact sur la production de nos forêts. Alors ici, l'évolution ou la répartition des différentes écorégions selon des régimes de température et de précipitation. Cette carte-ci démontre la variété géologique. Alors, on a dans le Nouveau-Brunswick des sites, des sols très riches dans le nord-ouest, des sols sédimentaires calcaireux qui nous donnent nos plus grandes productivités. Aussi, on a des sols qui sont dérivés, mais comme le Québec, ça a tout subi la glaciation, mais le transport du matériel de fond, les roches, c'est pas très loin. Alors, en termes de productivité, c'est assez fidèle à ce qu'on voit ici. Bon, la subdivision des écorégions en écodistricts, il y en a 34, puis on s'en sert pour faire quoi? Cette subdivision-là, c'est pour choisir les régimes de perturbation, pour choisir nos interventions sylvicoles. Dans les dernières années, on a une tendance vers un aménagement écosystémique. Comme vous savez, l'aménagement écosystémique, c'est qu'on essaie de s'inspirer de la nature. Alors, les régimes d'intervention sylvicole sont inspirés soit des régimes par trouée ou par peuplement entier, dépendant si dans ce type de peuplement-là, dans cet écodistrict-là, c'était des gros vents ou des insectes ou des feux qui étaient la perturbation dominante. Aussi, on se sert de ces subdivisions-là pour développer nos tables de rendement. Comme M. Boutillier l'a indiqué, moi, ma spécialité, c'est le calcul de possibilités forestières.
Alors, les tables de rendement, c'est très important. Puis, on doit subdiviser le territoire. À certains endroits, c'est plus productif. Je vais vous donner des chiffres tantôt que d'autres. Puis, c'est dans ces endroits-là, comme je le mentionnais tantôt, que nos investissements en sylviculture, on devrait les concentrer. Aussi, on s'en sert de ces subdivisions-là pour nos objectifs d'habitat faunique puis de maintien de biodiversité. On s'est établi des seuils qu'on essaie de ne pas dépasser pour soit les secteurs où on n'intervient pas, les zones protégées, mais aussi pour certains types d'habitat faunique. On veut toujours en avoir un certain pourcentage. C'est pas à la grandeur de la province, tout dans le sud ou tout dans le nord. On essaie de répartir ça de façon assez systématique dans chacun de nos écodistricts. Pour ce qui est des essences, l'industrie forestière dans le Nouveau-Brunswick s'est surtout développée pour la transformation des résineux. Puis ça, c'est parce que notre forêt est composée à 2/3 de volume sur pied en résineux. Alors ici, je parle des terres de la couronne. Puis environ 55% de ça, c'est du sapin puis de l'épinette. Puis l'épinette, on a de la noire, on a de la rouge, puis on a de la blanche. Puis aussi, on a une forte proportion encore de vieux peuplements qui sont issus d'épidémies de tordus qui ont sévi dans le Nouveau-Brunswick dans les années 1910 et 1920. Il en reste encore pas mal à certains endroits. Ici, on voit la répartition selon les différentes essences. Alors, l'épinette noire, rouge et blanche, alors 20 12 4 le sapin baumier, 19 Puis là, on s'inquiète, on sait que la tordeuse s'en vient, mais on suit ça de près. On a justement dans notre coin du nord-ouest, c'est là que ça va venir en premier. Puis il y a eu des études qui ont été faites par le Service canadien des forêts cet été dans notre coin pour garder un œil là-dessus pour voir c'est quoi les populations, puis ça va être fait à chaque été, puis là pour déterminer à quel moment on doit intervenir avec les traitements qu'on va pouvoir appliquer. Aujourd'hui, c'est surtout comme le BT puis des produits semblables. Mais on voit aussi que notre forêt, 30 de feuillus, les feuillus prennent de plus en plus d'importance dans notre industrie forestière. Cette industrie-là se développe assez rapidement. Puis là, on pense aussi au changement climatique. Quelle sera notre forêt dans le futur? Puis la probabilité, c'est qu'on va avoir une plus forte proportion de feuillus. La forêt acadienne se situe entre la forêt boréale du nord, qui est surtout des résineux, puis la forêt plus feuillue, juste au sud de nous. Nous, on a un bon mélange un petit peu de tout, comme vous voyez ici. C'est une forêt qui est très, très diversifiée en termes de composition et essence. Alors, ça nous ouvre toutes sortes de possibilités pour développer des industries. Puis la tendance avec les changements climatiques, on s'attend que la proportion de feuillus va augmenter dans le futur. Ici, c'est la répartition de la superficie en classe d'âge. Puis ici, c'est pour les forêts publiques seulement. Sur les terres privées, la forêt est beaucoup plus jeune. Les peuplements sont exploités à un rythme beaucoup plus rapide. Mais sur les terres publiques, on voit ici qu'une grande proportion, si je fais le total, à peu près 42 de notre forêt a moins que 40 ans. Puis de ça, on a depuis les 40 dernières années, on fait de la sylviculture. On fait des plantations, surtout d'épinettes blanches, d'épinettes noires et du pin gris, puis on fait du pré-commercial. Alors, on voit ici les proportions. 13 aujourd'hui en plantation, 15 en peuplements qui ont été éclaircis, ça c'est de l'éclaircie pré-commerciale, puis la balance c'est des peuplements qui n'ont pas été touchés. Puis les vieux peuplements qu'on a ici, qui dépassent 60 et 80 ans, là, je vais vous parler tantôt, les habitats qu'on a conservés pour les besoins de biodiversité puis d'habitat faunique, c'est surtout ça. Ils sont vieux parce qu'on ne les a pas touchés ou on les a touchés juste de façon légère. Puis, comme je vais l'expliquer tantôt, c'est là le grand débat qu'on a tout de suite au Nouveau-Brunswick, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ces peuplements-là? Est-ce qu'on va aller couper dedans ou est-ce qu'on va les laisser se développer naturellement? Puis, c'est pas mal autour de ça que ça vironne. Pour tout de suite, là, si on veut de l'expansion dans notre industrie forestière, c'est la seule place qu'il y a du bois. C'est dans ces vieux peuplements-là. Les aires d'hivernage de serre de Virginie, les zones tampons, des cours d'eau, les peuplements qui sont réservés pour différentes sortes d'habitats.
c'est la seule place qu'on a. On a des peuplements qui s'en viennent, des peuplements éclaircis, des plantations, mais ils commencent juste à être en ligne. Puis on prévoit dans le futur, dans 40 ans, qu'on va avoir la possibilité provinciale va doubler quand ces peuplements-là vont venir en ligne, mais on n'est pas là tout de suite. La seule place qu'on peut aller chercher du bois additionnel, c'est dans ces zones-là qui, pour tout de suite, sont vouées à d'autres valeurs forestières autres que la production ligneuse. Maintenant, pour les tenures forestières, c'est à peu près 50-50 des tenures publiques, des tenures privées, 51% terre de la couronne, ça c'est le provincial qui gère ça, le 2% qui est le fédéral, c'est les parcs nationaux, les bases militaires, les réserves autochtones. Pour 29%, c'est des terres de petits lots boisés privés. Il y a environ 42 000 propriétaires de lots boisés au Nouveau-Brunswick, dont 61% possèdent des superficies de 5 à 29 hectares, 33% entre 30 et 99, puis 6% ont des superficies plus grandes que 100 hectares. Moi aussi, personnellement, je suis propriétaire d'un lot boisé privé dans mon coin là, où j'habite à Edmundston, puis qui me donne beaucoup de plaisir là, dans mes moments où j'ai un petit peu de temps libre pour travailler là-dessus. Pour ce qui est des propriétés industrielles, c'est 18 de la superficie. Vous avez la carte ici. Alors, ce qui est en vert, c'est le provincial, les terres de la couronne, les terres publiques, qui est surtout concentré dans le nord de la province. Les terres fédérales, c'est en jaune. Alors, ça, c'est la base militaire de Gagetown. C'est la plus grande base militaire d'entraînement dans le Commonwealth. Vous avez un site de recherche ici, juste au nord de Fredericton. C'est un centre de recherche, c'est un site de recherche, une forêt expérimentale pour le Service canadien des forêts, la forêt Acadia. Vous avez le parc, si je peux, le parc national de Fundy, le parc national de Couchibuquac. Puis les autres petites patches jaunes ici, là, c'est les réserves autochtones qui sont éparpillées un peu partout dans la province. Puis, ce qui est en bleu, c'est les lots boisés privés. Alors, c'est surtout le long de la côte, puis le long du fleuve Saint-Jean, là, qui part de la baie de Fundy ici, puis là, qui monte ici jusqu'à Edmundston et situé là. C'est là où je travaille, à mon campus, l'Université de Moncton. Les tenures industrielles, l'historique de ça, c'est que quand le chemin de fer a été construit dans le Nouveau-Brunswick à la fin du 19e siècle, au lieu de donner du cash aux compagnies qui installaient le chemin de fer, on leur donnait des gros blocs de terrain au lieu du cash. Alors, éventuellement, ces gros blocs-là ont été achetés par les compagnies forestières, puis là, ils s'en servent pour approvisionner leurs usines puis concentrer leurs investissements sylvicoles. OK, maintenant, je vais vous parler de la législation forestière, la loi sur la terre et forêt de la couronne surtout. Mais comme vous le savez, la gestion de nos forêts dans les différentes provinces canadiennes, ça relève des provinces. Puis ça, c'est établi dans notre Constitution canadienne, l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, qu'on appelle aujourd'hui la loi constitutionnelle de 1867. On a changé de nom en 1982. Alors, la responsabilité pour la gestion de nos forêts, ça appartient aux provinces. Au Nouveau-Brunswick, sur les terres, les petits lots boisés privés, il y a vraiment juste une loi qui va régir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. C'est la loi sur l'assainissement de l'eau. Alors, si moi j'ai un milieu humide ou un cours d'eau qui passe sur mon boisé, je dois, dans une zone tampon de chaque côté du cours d'eau de 30 mètres, je suis restreint sur qu'est-ce que je peux faire. Je peux faire de la récolte, mais juste des prélèvements partiels avec une certaine, aux 10 ans ou aux 30 ans, dépendant de qu'est-ce que je vais faire. Puis, ça, c'est pour tous les cours d'eau. Pour les cours d'eau qui servent d'approvisionnement en eau potable pour les municipalités, là, c'est des zones tampons de 75 mètres, puis c'est beaucoup plus exigeant, c'est beaucoup plus restrictif sur qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire. Alors, ça, c'est la seule loi qui s'applique sur les lots boisés privés. Pour ce qui est des grandes propriétés industrielles, pour les industries forestières qui ont des permis de coupe, on s'attend qu'ils vont gérer leur territoire selon à peu près les mêmes exigences que les exigences qu'on a sur la terre publique, s'ils veulent avoir accès à une terre publique. OK, comme on l'a indiqué, cette loi-là, on l'a depuis le début des années 80. Alors, à cette époque-là, on avait une absence d'exigence en termes de planification à long terme.
sur nos terres publiques. Ceux qui détenaient les droits d'accès puis le droit de récolte, il n'y avait aucune obligation de planification à long terme. Puis c'était quelque chose qui était, évidemment, on regardait dans le futur. Puis là, à cette époque-là aussi, au début des années 80, des chercheurs de l'Université de Nouveau-Brunswick ont commencé à développer des modèles de simulation. Puis là, on faisait nos calculs de possibilités avec la formule Hanslick, là, pour les plus vieux ici, là, vous savez de quoi on parle. Puis ça, c'est pas une méthode qui fait une projection de voir à long terme si c'est soutenable, mais à ce moment-là, on avait un professeur Baskerville, qui peut-être certains de vous connaissez, qui commençait à travailler avec des modèles de simulation avec ses étudiants à la maîtrise. Puis là, il avait été embauché pour le ministère pour faire des projections à long terme. Puis là, on a constaté que vraiment, on s'enlignait pour toutes sortes de problèmes si on n'avait pas de planification à long terme. Puis là, qu'est-ce qu'on devait faire? C'est qu'on devait s'engager à la sylviculture, on devait s'engager à la protection de nos forêts contre les ravageurs, puis les feux. Puis on devait s'assurer d'une bonne utilisation de notre bois, de ne pas envoyer des billes là, qui pourraient faire du bois d'œuvre dans nos usines de pâte. Puis là, tout ça, ça a été englobé dans notre nouvelle loi. Alors, on a vu l'établissement de la loi sur les terres et forêts de la Couronne. Alors, tous les permis de coupe ont été annulés, puis on a adopté un système de permis de coupe et de sous-permis, comme on a mentionné tantôt. C'est le ministre des Ressources naturelles qui est responsable de l'application de cette loi. Au Québec, je pense que vous avez 10 régions administratives. Au Nouveau-Brunswick, c'est 4. Puis là, dans chaque région, ça peut être un quart de la province. On a des forestiers, des ingénieurs forestiers, on a des biologistes, on a des techniciens, du personnel de soutien, puis des gens qui travaillent, des saisonniers. Bon, la loi sur les terres et forêts de la Couronne, c'est pas une loi qui est aussi englobante que votre loi forestière que vous avez maintenant. On a une loi à part sur les lots boisés privés, sur le mesurage, sur les feux de forêt. C'est toutes des lois séparées, mais la loi sur les terres et forêts de la Couronne, c'est la loi qui donne au ministre puis son personnel la responsabilité d'aménager, de bien gérer, de faire la protection et la gestion intégrée de l'ensemble des ressources qu'on trouve dans nos forêts. Alors, l'accès, la récolte et le renouvellement de nos peuplements forestiers, l'habitat des espèces animales, la récréation en forêt, puis aussi la remise en état, si, par exemple, de l'activité minière, puis on veut faire de la restauration, c'est le ministère des Ressources naturelles qui s'occupe de ça, puis de toutes autres tâches qui peuvent lui être affectées dans les règlements. Alors, comme vous savez, on a des lois qui établissent les grandes lignes, puis on a les règlements qui vont nous donner les détails. Alors, le 31 mars 1982, c'était une journée marquante pour la foresterie au Nouveau-Brunswick. Tous les permis ont été annulés. Puis ça a été remplacé par des ententes qu'on appelle des permis de coupe. Puis ça, c'est des ententes de superficie. Vous avez cette superficie-là à gérer. Puis dans cette superficie-là, vous avez le droit de récolter, d'utiliser toutes les essences et les produits que vous avez de nécessaires pour vos usines de transformation. Puis la balance des produits qu'on ne se sert pas, c'est donné à d'autres industries, à d'autres usines de transformation avec des ententes qu'on appelle des sous-permis de coupe. La province, on a subdivisé en 10 régions géographiques affectées aux 10 titulaires de permis. Puis là, pour avoir accès à un de ces permis-là, ça prenait fallait que l'usine... Premièrement, il fallait avoir une usine de transformation. Une personne qui n'avait pas d'usine de transformation n'avait pas accès à un permis comme ça, contrairement à avant. Là, les amis du ministre, on voulait avoir une zone, puis là, on contrôlait la coupe, puis la vente, puis on se faisait de l'argent avec ça. Mais là, ça ne marche plus, cette affaire-là. Il faut avoir une usine de transformation. Puis aussi, il faut avoir une utilisation historique de bois sur les terres publiques. Alors, si tout notre approvisionnement dans le passé avait été des lots boisés privés ou de nos terres industrielles, là, on n'avait pas accès à un permis de coupe. Alors, c'est ça, comme je l'ai mentionné tantôt, les titulaires de sous-permis ont des allocations de certains produits, de certains volumes,
Puis ça, ce n'est pas le titulaire de permis qui décide ça, c'est le ministère qui va décider ça selon ce qui n'est pas utilisé par le titulaire de permis. Alors, voici la subdivision. Alors, les lignes noires, c'est les subdivisions des permis. Les permis ont été nommés pour nos grandes rivières, puis pour nos comtés. Alors, il y en avait 10 originellement. Puis, ce qui est là, on en voit que les lignes noires, mais la superficie dans la ligne noire, c'est grand, mais il y en a certains que c'est juste des petites patchs de terre publique un peu éparpillées, puis il y en a d'autres, c'est presque 100% des terres de la couronne. Alors voici, ça c'est en termes d'hectares, on parle de quoi? Alors, on parle en moyenne que les titulaires de permis qu'on a maintenant, ils gèrent en moyenne de 300 000 à 400 000 hectares. Puis aujourd'hui, les calculs de possibilités, anciennement, ça se faisait par permis. Mais aujourd'hui, différentes compagnies forestières ont plus qu'un permis. Puis les calculs de possibilités se font pour l'ensemble du territoire, de tous les permis regroupés ensemble. Puis pour ceux qui font des calculs de possibilités, vous savez qu'avec des différences de structure de clusterage, ça peut donner un effet de possibilité réalisable, alors une augmentation dans la possibilité. Alors ça s'est fait, ça fait, je pense, 4 ans alors pour le regroupement. Alors maintenant, on parle plutôt d'unités administratives. Excusez, je veux mon pointeur. On parle plutôt d'unités administratives. Alors, on a la compagnie AV, Aditya Birla, qui est une compagnie de l'Inde qui fait de la pâte, mais c'est pour faire du textile, c'est pas pour faire du papier. Alors, eux, ils ont un permis dans le nord de la province, puis ils ont un permis dans le sud-est, excusez, c'est AV Nakawik, mais c'est la même compagnie. On a aussi la compagnie Fournebu dans l'est de la province. Eux, ils ont 3 permis qu'ils gèrent. On a la compagnie J.D. Irving, qui, en plus de ses grosses tenures privées, a le contrôle sur 2 permis. Puis la compagnie Twin Rivers, dans le nord-ouest de la province, anciennement la compagnie Fraser. Puis là, anciennement, cette compagnie-là faisait à la fois la gestion des usines, puis la gestion des terres. Mais là, quand ça allait vraiment mal, quelques années passées, avec la compagnie Fraser, ils ont vendu toutes leurs terres, ils ont formé une autre compagnie qui s'appelait Acadian Timber. Mais c'est Fraser qui est encore le déteneur des permis parce que c'est eux qui ont les usines de transformation. Puis le contrat pour la gestion des terres a été donné à Acadian Timber avec des garanties d'approvisionnement, évidemment. Là, si on cède nos terres à une autre compagnie, on veut garder pour un certain nombre d'années l'accès à ce bois-là pour approvisionner nos usines. Alors, dans l'ensemble, on voit que la compagnie Fournebu, c'est à peu près 29% de nos terres publiques. La compagnie Irving, environ 32 % puis la compagnie Twin Rivers, environ 16 % des terres publiques. Alors, c'est les gros joueurs, puis on va parler d'eux autres tantôt. Qu'est-ce que ça... Bien là, je suis titulaire de permis, j'ai droit à tout ce bois-là, mais il y a aussi des engagements qui viennent avec ça. Le titulaire d'un permis, il doit signer un contrat avec le ministère, une entente d'aménagement forestier, qui lui engage à suivre toutes les exigences de la loi sur les terres et forêts de la Couronne et les règlements. Puis ça va préciser exactement c'est quoi les responsabilités du ministre puis du titulaire de permis. Puis ça engage le titulaire de permis de fournir toutes sortes de plans. Alors, anciennement, pas de planification. Maintenant, on a toutes sortes de plans. On a des plans industriels pour le développement des usines de transformation, puis pour essayer d'identifier le nombre d'emplois qui vont être créés. Ça, c'est des plans qui sont développés pour des périodes de 10 ans, puis sont mis à jour aux 5 ans. Pour ce qui est de la forêt, les calculs de possibilités se font sur un horizon de 80 ans, mais le plan que les titulaires doivent soumettre, c'est pour les 25 prochaines années. Puis je vais rentrer dans le détail de ça un petit peu plus tard. Puis là, jusqu'à tout récemment, il fallait les mettre à jour aux 5 ans. Aujourd'hui, c'est supposé être 10 ans, mais là, j'ai vérifié en fin de semaine, puis la loi n'a pas encore été changée. Mais ça va être changé. Dorénavant, le cycle de planification qui était de 5 ans, ça va devenir un cycle de 10 ans. Aussi, on a des plans d'exploitation qu'on doit créer. Alors, chaque année, oui, j'ai mon plan stratégique qui m'indique que dans la première période de 5 ans, je vais aller
dans ce secteur-là, mais là, il faut aussi faire les plans annuels, les plans d'opération. Alors, les gens qui travaillent sur le terrain vont faire des plans sur où je vais construire mes chemins, c'est quel peuplement que je vais faire la récolte, c'est où je vais faire ma sylviculture, puis là, l'année prochaine, puis comment ça va coûter, qu'est-ce que ça va me ramener, le bois va aller où, est-ce que je vais me faire un profit avec ça. Alors ça, les industriels doivent remettre ces plans-là à chaque année. Puis aussi, à la fin de l'année, des fois, on n'a pas fait exactement ça, il y a eu des imprévus. Alors, on peut s'ajuster en cours de route avec la permission du ministère. Il faut garder une communication étroite là, si on a une déviation. Puis là, à la fin de l'année, on a un rapport annuel qui va préciser exactement qu'est-ce qu'on a fait tout en termes d'intervention sylvicole, la coupe de bois, les volumes par produit et essence qui ont été récoltés, puis c'est allé dans quelles usines. OK, ces plans-là, comme au Québec, ces plans-là doivent être signés par quelqu'un qui est compétent. Au Nouveau-Brunswick, ce qu'on appelle les ingénieurs forestiers, ici, on les appelle des forestiers agréés. Parce que l'Association des forestiers agréés, moi, au début de notre école de foresterie, on voulait utiliser ce titre-là au Nouveau-Brunswick, mais les ingénieurs avaient déjà réservé le titre ingénieur. Puis un avis juridique nous a dit que si on utilisait ça, les ingénieurs allaient nous amener en cours, alors on se trouve un autre nom. Mais la formation qu'on donne dans notre école, c'est la même formation qu'on donne à l'Université Laval, dans le programme d'environnement et d'aménagement forestier. C'est un programme qui est accrédité par le Bureau canadien d'agrément et foresterie. Puis justement, je vois de mes anciens étudiants ici aujourd'hui qui travaillent dans le coin et puis qui sont membres de l'ordre. Alors, au Québec, au Nouveau-Brunswick, qui travaille là, il y aurait le titre de forestier agréé. Alors, seulement ces personnes-là peuvent préparer et signer les plans d'aménagement sur les terres publiques. Bon, en plus d'avoir l'obligation de payer, de préparer des plans, aussi, quand on récolte sur les terres publiques, il faut payer des redevances. Alors, ça revient à la province. Puis aussi, les titulaires de permis doivent payer toutes les dépenses d'aménagement, la planification, la construction de chemins, la sylviculture, sauf certaines interventions sylvicoles qui sont remboursées à des taux fixés par le ministère. Alors là, on parle surtout de plantation puis d'éclaircies préférentielles qui sont remboursées par le ministère. Le ministère va fixer certaines superficies qu'on doit traiter à chaque année. Si les industriels veulent en faire plus à leurs propres frais, c'est à eux de décider de le faire. Puis, parce que c'est eux, à long terme, qui vont en remporter les bénéfices. Alors, ils ont le droit, ils ont la possibilité d'en faire plus, mais il y a toujours un minimum. Mais ce minimum-là, ils vont être remboursés. Puis la raison de les rembourser pour ça, c'est que là, je vous ai présenté les noms des compagnies forestières là, qui, tout de suite, aujourd'hui, au Nouveau-Brunswick, mais si je vous avais montré les noms des compagnies forestières 10 ans, 20 ans passés, c'est quasiment tout changé, sauf pour la compagnie Irving qui est là depuis les années 1940. Alors là, les investissements que ces compagnies-là, s'ils les feraient, puis là, on change de compagnie, peut-être que les compagnies exigeraient qu'on les rembourse pour tous les investissements qu'ils auraient faits. Alors c'est pour ça qu'on les paye à mesure là, pour faire ce travail-là. Aussi, il y a certaines dépenses qui sont reliées à la protection contre le feu, les insectes et les maladies qui sont payées par la province. OK, maintenant, on va parler un petit peu, là, je vais parler de l'évolution de l'aménagement forestier au Nouveau-Brunswick. Je veux être certain qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Alors, je vais vous présenter un peu là, la façon que, moi, dans mes cours, j'explique le processus de l'aménagement forestier. Alors, on parle les termes que moi j'utilise, puis les termes que je vais expliquer que je vais présenter dans mon explication, c'est en termes d'action, de conditions et de valeurs. Alors, moi, à mes étudiants, dans le premier cours, je leur définis l'aménagement forestier comme un processus qui implique le design et l'exécution d'un ensemble d'actions, alors les plans d'aménagement, qui ont une forte probabilité de donner un ensemble de conditions forestières. Alors, en appliquant ces actions-là, la récolte, puis la sylviculture, puis la protection, on change l'évolution de la structure de notre forêt. Puis là, qu'est-ce qu'on fait avec nos calculs de possibilités? On essaie d'enligner la forêt pour avoir une certaine structure qui va combler les besoins de la société actuelle et future. Alors, on fait ça, comme c'est indiqué ici, pour essayer d'atteindre le mieux possible les valeurs souhaitées qui sont visées par les propriétaires. Alors, sur les terres publiques, c'est l'ensemble des citoyens de la province.
Alors, la première étape, pour ceux qui gèrent des forêts, là, c'est familier pour vous. Première chose qu'on doit faire, c'est d'identifier les valeurs qui sont importantes pour les propriétaires, alors le public, pour les citoyens de la province, pour les forêts publiques. L'étape 2, c'est qu'on doit connaître l'état de la forêt actuelle. Alors, les professionnels de la forêt, les forestiers, les biologistes, les écologistes vont faire des inventaires. Ensuite, en connaissant ce qu'on vise pour les valeurs forestières, puis l'état de notre forêt actuelle, on va faire le design d'un ensemble d'actions ou d'interventions qui va nous amener à une forêt qui va mieux se rapprocher à ce qu'on recherche pour fournir les valeurs forestières escomptées. Puis là, par la suite, on va mettre ça en application. Okay, on va faire les interventions sur le terrain. Alors, valeurs, actions, conditions, puis c'est un cycle. Okay, comme je l'ai indiqué tantôt, les valeurs de la société changent au fil des ans. Les actions qu'on fait en forêt vont changer. Puis, en appliquant tout ça, les conditions forestières vont changer. On fait des actions, mais comme on sait, des fois, on a des surprises. La nature nous surprend avec du verglas, on a de la tordeuse, on a des feux. Puis là, c'est un processus qui est cyclique. Alors, on change à mesure. Puis là, les conditions forestières, dans les calculs de possibilités, ça prend des chiffres. Alors, quand on parle de structure forestière, on parle de nombre d'hectares par classe d'âge, par type de peuplement. C'est ça qu'on fait évoluer dans nos modèles. OK, puis aussi, quand je parle à différentes audiences, là, on mêle souvent forêt, puis peuplement, puis sylviculture, puis aménagement forestier. Alors, juste je ne veux pas insulter les gens qui sont des forestiers ici, là, on connaît tout ça, là, mais pour les autres qui sont un petit peu moins connaissants là, de la terminologie puis des niveaux d'intérêt en foresterie, bon là, une forêt, moi, c'est l'ensemble, c'est tout le paysage forestier, c'est l'ensemble de tous les peuplements forestiers. Puis un peuplement, c'est qu'on a subdivisé le territoire, là, souvent, on prend des photos aériennes, puis là, il y a un photo-interprète qui va regarder, oh, ça, cette patch-là, c'est relativement homogène en termes de composition à naissance, densité, puis de stade de développement, puis on va appeler ça un peuplement. Puis ça, c'est l'unité élémentaire sylvicole pour laquelle on fait des prescriptions. Alors, c'est ça. Alors, si on gère un arbre à la fois, comme dans la foresterie urbaine, on a des arbres de rue, puis on fait de l'élagage, des tailles de formation, ça, on appelle ça de l'arboriculture. Quand on design des actions, des interventions sylvicoles, des éclaircies de différentes sortes, de l'éclaircie précommerciale, du jardinage. Ça, on fait ça un peuplement à la fois. Mais là, quand on va indiquer qu'est-ce que je vais faire dans tous les peuplements dans cette année ou dans une période de 5 ans, puis là, les 5 prochaines années, puis les 5 prochaines années, là, on est rendu à un autre niveau, on parle de l'aménagement forestier. L'aménagement, quand on parle d'aménagement, c'est vraiment un choix entre différents futurs potentiels. Puis la sylviculture, c'est quand on fait des choix au niveau des peuplements. Alors, les traitements à effectuer. Puis là, surtout avec l'aménagement écosystémique, on peut viser des valeurs multiples. Ce n'est pas juste la production du bois, c'est le maintien de la biodiversité, puis les habitats fauniques. Alors, des objectifs, ça pourrait être de réduire le temps d'attente pour avoir un peuplement opérable. Okay, on fait un éclaircie précommerciale, le peuplement va être disponible en moins de temps que si on laissait le peuplement évoluer naturellement. Ou ça pourrait être améliorer la qualité du peuplement pour l'habitat d'une espèce faunique particulière. Alors, vous avez un petit schéma ici, l'évolution naturelle d'un peuplement. Alors ici, on a toutes sortes d'espèces. Puis là, il y a une compétition forte, il y a une lutte forte. Il y a beaucoup de mortalité. Les arbres ne poussent pas vite. Mais là, au fil des ans, il y a moins d'arbres. Les diamètres vont croître, vont croître en hauteur. Puis, éventuellement, on va avoir un peuplement qui est opérable. Mais si on fait un traitement comme un éclaircie commercial, là, on va aller là-dedans, puis on va choisir les tiges d'avenir, les tiges qu'on veut récolter dans 30, 40 ou 50 ans. Alors, les autres, on va les enlever. Alors là, qu'est-ce que ça fait? Ça donne une plus grande proportion des ressources du site à chaque tige qui va pousser plus vite. Puis notre peuplement ici, au lieu d'attendre 60, 70 ans, il va être prêt dans 40 ou 50 ans. Alors, on gagne du temps. Alors, c'est pour ça qu'on fait des investissements en sylviculture. Alors, puis aussi, il faut remarquer que si on fait des aménagements intensifs, comme on voit ici, là, qu'est-ce qu'on essaie de faire là, au début, c'est de contrôler la compétition. Okay? La compétition, dans ce cas-ci, c'est les espèces qu'on n'a pas l'intention de récolter dans le futur. Alors, ça peut être des arbustes, ça peut être d'autres espèces d'arbres qui sont moins prisées par l'industrie locale.
Puis là, le peuplement, les arbres vont pousser plus vite. Puis là aussi, on les coupe. Alors, on n'a pas l'intention de laisser ces peuplements-là aller jusqu'à temps que le feu ou les insectes vont commencer à tuer des arbres. Contrairement à une évolution naturelle, ici où la période de régénération, la période jeune, c'est beaucoup plus long. Alors, on crée ici de la diversité qui, par exemple, le brou pour l'orignal puis pour le cerf de Virginie, ou certaines espèces d'oiseaux, ils ont besoin de cet habitat-là. Puis aussi, au lieu de couper le peuplement ici, on peut laisser les peuplements vieillir. Alors, les peuplements qui avaient plus que 80 ans au Nouveau-Brunswick, surtout les résineux, ils ressemblent à ceci. Alors, on a une structure beaucoup complexe. On a des chicots, on a des gros débris ligneux, on a des espèces qui ont besoin de ça absolument pour leur survie. Alors, aujourd'hui, comme je vais indiquer tantôt, le grand débat, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces peuplements ici? Est-ce qu'on les coupe ou est-ce qu'on les garde pour maintenir ces autres valeurs forestières-là? OK, quelques chiffres pour la productivité en mètres cubes par hectare par année. Alors, si on regarde dans un document fédéral, on voit que dans notre région des Maritimes, les taux de croissance, sapin, épinette, ça vire entre 1,8 et 1,9 mètres cubes par hectare par année. Les peupliers, c'est un petit peu plus. Bouleau, 1,8. L'érable, ça pousse un petit peu moins vite. Dans un projet que j'ai travaillé dessus, nous, on a utilisé une grande moyenne pour des peuplements naturels de 2 puis de plantation d'à peu près 6. Alors, si on parle de plantation épinette de Nouveau-Brunswick, une grande moyenne pour la productivité, les taux d'accroissement, c'est d'environ 6 mètres cubes par hectare par année. Puis ici, ça c'est une présentation de Blake Brunston, le forestier en chef chez Irving, qui nous parlait de les bons sites, la carte que je vous avais montrée tantôt, la carte de géologie, les dépôts de sédiments calcaires là, dans le nord-ouest, le district de Blackbrook, pas loin d'Edmundston. On a à peu près les meilleures conditions de croissance dans la province. Puis ici, dans cette région-là, si on parle de peuplement naturel avec une révolution de 60 ans, c'est environ 200 mètres cubes par hectare par année. Alors, comparé à une moyenne ici, alors ça, c'est nos meilleurs sites, 3,3 mètres cubes par hectare par année. Si on fait du précom, au lieu d'attendre 60 ans pour avoir nos 200 mètres cubes par hectare, on attend 40 ans, puis ça nous donne un accroissement annuel moyen de 5 mètres cubes par hectare par année. Si on fait une plantation de semis génétiquement améliorés, puis au Nouveau-Brunswick, on peut utiliser des phytocides, des herbicides pour contrôler les végétations compétitrices. Alors, on s'en sert, des fois, ils s'en servent 2-3 fois. On a fait de la scarifiage. C'est des semis génétiquement améliorés. On coupe ça à 40 ans. Ça peut donner des rendements de 7,5 mètres cubes par hectare par année. Si on va dans le super intensif, puis ils en font comme ça sur les terres à Irving, on part d'une plantation avec tous les autres traitements que je viens de mentionner. Puis là, si on fait des éclaircies commerciales à 25 ans, 35 ans, puis on fait la somme du volume, puis là, la coupe finale à 60 ans, ça peut donner des rendements de 9,2 mètres cubes par hectare par année. Alors, c'est assez impressionnant là, pour notre coin du pays, l'Est du Canada. Mais là, monsieur le conférencier avant moi, M. Larue, nous a montré la carte du sud-est des États-Unis. Puis là, on remarque que l'industrie forestière se développe vraiment. Là, eux, on parle de 15 mètres cubes par hectare par année. Puis, j'avais assisté à une conférence, un atelier avec d'autres gens qui font des calculs de possibilités. Ça fait une couple d'années. Puis, nos amis au Brésil, des plantations d'eucalyptus, on parle de 30 à 45 mètres cubes par hectare par année. Alors, il faut faire de quoi de spécial avec notre bois. Là. En termes de productivité, là, ils sont durs à battre. Alors, ça, c'est pour la production ligneuse. Comme j'ai mentionné tantôt, on se soucie aussi dans nos choix d'intervention sylvicole des stades de développement. Est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est intensif? Puis là, on peut voir ici un schéma pris d'un texte classique en écologie que différentes espèces animales ont besoin d'habitats dans différents stades de développement. Alors, si on veut assurer le maintien de notre biodiversité indigène, il faut s'assurer qu'on ait des peuplements qui ont les caractéristiques nécessaires. OK, alors pour résumer tout ça, là, les actions qu'on fait, c'est un peuplement à la fois. Alors, c'est des actions locales. Puis, on fait ça dans l'objectif parce qu'on a une vision globale. On veut atteindre des objectifs au niveau de la forêt entière.
Alors, je vais vous rouler un petit peu plus vite, là. Alors là, juste des exemples de qu'est-ce qu'on faut faire, l'évolution de la forêt. Alors ici, je parle de calcul de possibilités. C'est ça mon expertise. Puis là, c'est simplement de déterminer si le volume d'arbres récoltés à chaque année ne peut pas dépasser le volume que la forêt peut produire. Là, essentiellement, un calcul de possibilités, c'est ça. Alors ça, c'est la responsabilité des forestiers, puis ce qu'on enseigne dans les écoles de foresterie. Alors ça va varier pour chaque forêt, ça va varier pour chaque scénario. On investit dans la sylviculture, on n'investit pas, quelle sorte d'investissement qu'on fait. On peut changer la possibilité, ce n'est pas une valeur immuable. Ici, c'est le schéma de qui fait quoi au Nouveau-Brunswick. Alors, la planification, c'est le ministère qui va définir les objectifs. Les inventaires, ça va être fait en coopération avec les ministères et les titulaires de permis. Bien, dans le fond, la plupart de ça, c'est fait par des entrepreneurs, à contrat. La préparation des plans, c'est les titulaires de permis selon les modèles fournis par la province. Puis les plans sont approuvés par le ministère. L'exécution sur le terrain, c'est les titulaires de permis avec les entrepreneurs. Alors, des contrats pour des constructions de chemins, puis de faire de la sylviculture. Puis le ministère est responsable pour faire le suivi. Le cycle de planification, c'était aux 5 ans. Puis là, jusqu'au plan 2007-2011, on avait chaque début de cycle de planification, on avait un document qui s'appelait le document de vision. La vision pour la gestion des forêts publiques. Puis ça nous tombait du ciel. Il n'y avait pas eu de consultation publique. C'était les gens du ministère qui décidaient en discussion avec le ministre. Puis là, on va voir quelle sorte de... Alors, mon temps est limité. Alors, ici, je vous donne le grand étage. Je vais aller ici à la diapo synthèse. OK, les premiers plans, 1982-1986, on parlait seulement de l'approvisionnement en résinus. Les calculs de possibilités, là, c'est ce qu'on voulait maximiser. Puis surtout le sapin-pinette, parce que l'industrie forestière était surtout axée sur le sapin-pinette pour un horizon de 80 ans. Puis dans nos modèles, puis sur le terrain, excusez tout ce qu'on fait, j'ai sauté une coche, la façon qu'on caractérisait la forêt, c'est juste en termes de type de peuplement, c'est surtout en composition à naissance, puis d'âge. Puis les seules actions qui étaient considérées dans les modèles, c'est des coupes totales puis des plantations. Okay, c'est la seule chose qu'on faisait au début des années 80 en quantité industrielle. Bon, pour les plans, les derniers plans pour lesquels on a eu un document en vision, un plan 2007-2011, là, on intègre dans notre modèle des exigences pour des approvisionnements en feuillus. Alors, pour ceux qui connaissent un peu les modèles, c'est des modèles d'optimisation, la programmation linéaire. On a un objectif, on a des contraintes. Alors, c'est intégré dans cet objectif-là puis dans les contraintes. On a aussi établi des zones tampons le long de nos cours d'eau puis nos milieux humides pour assurer la qualité d'eau puis le maintien de nos habitats aquatiques. On a aussi établi des aires protégées. Puis, on a dans notre planification des exigences de maintien de vieux peuplements de 10 sortes de communautés végétales. Alors, plus l'approche filtre brut. Alors, on essaie de maintenir toutes les sortes d'écosystèmes qu'on avait dans la forêt primitive dans le but de maintenir notre biodiversité indigène. Mais aussi, on a ciblé certaines espèces là, pour lesquelles on a un plus grand souci. Il y a aussi ce qu'on appelle le filtre fin. Par exemple, on a des aires d'hivernage pour le cerf de Virginie. Au Nouveau-Brunswick, la chasse au cerf de Virginie, c'est très populaire. Justement, on est dans la saison de chasse tout de suite, qui est très populaire. Mais aussi, on a d'autres sortes d'habitats qu'on maintient pour différentes sortes d'oiseaux, les amphibiens, puis les autres mammifères. OK, puis là, durant cette période-là, de ce plan-là, on avait eu un sondage public. C'est qu'est-ce que les citoyens du Nouveau-Brunswick veulent de leur forêt. Puis la majorité des citoyens du Nouveau-Brunswick, ils priorisent les valeurs environnementales avant l'exploitation forestière. Puis ça, c'était pas juste dans les régions urbaines, c'était régions rurales aussi. Puis que les citoyens trouvaient que l'industrie jouait un trop grand rôle dans la prise de décision sur la gestion des forêts, puis que les citoyens voulaient participer davantage. Alors ça, c'est en 2007. Puis c'est encore la situation. Ça n'a pas changé tellement, là. Alors ça, je vais sauter ça. Alors tout de suite, là, pour la balance de la présentation, je vais faire le point là, je vais parler de la guerre du 5 %. Alors là, tout de suite, notre forêt est zonée ainsi. On a des zones naturelles protégées de 4 %. On a les zones tampons le long des cours d'eau, c'était 7 %. Les communautés végétales, les différentes sortes d'habitats, c'est 19 %. Puis ça nous donne un total
pour les plans 2007-2011 d'environ 30 %. Puis 2 % inexploitables, c'est surtout les pentes abruptes là, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, il y a des montagnes. Puis le 68 % c'était vraiment là où on faisait la production ligneuse. Puis ça, ces proportions-là, comme je vous ai montré en 82, on parlait de rien de ça. Ça a parti de 0, puis ça a monté à 30 % pour ce qu'on appelle la forêt de conservation, où l'objectif principal, ce n'est pas la production ligneuse, c'est le maintien des autres valeurs forestières. Puis là, quand les industriels ils vont à la banque pour chercher des sous, pour faire des investissements, puis on montre ça aux banquiers qu'à chaque année, les approvisionnements diminuent, mais évidemment, ça cause des problèmes pour avoir des emprunts, pour moderniser les usines. Alors, il y a eu beaucoup de pression des industriels pour renverser la tendance. Alors, ça, c'est juste un graphique des chiffres que je viens de vous présenter. 30 % forêt de conservation, 68 % la forêt qu'on appelle la forêt générale ou régulière, là, où il n'y a pas de restriction. Puis là, le 2 % qui manque, c'est la forêt, les pentes abruptes. Alors, là, je vais passer ici. Moi, ça fait 25 ans que je donne des cours de 75 minutes, puis c'est difficile de couper ça à 45 minutes. Alors, OK. Qu'est-ce qui s'est produit dans les 2 dernières années depuis la fin du plan de 2011? Bien là, premièrement, on n'a pas eu de document vision. Parce que là, le ministre avait toutes sortes de pressions. Le gouvernement libéral, à l'époque, avant, quand on parlait de la vision pour le prochain plan, c'était le ministre Arsenault. Puis là, on a changé de gouvernement un peu après, puis c'était le gouvernement conservateur avec le ministre Northrop, puis ensuite le gouvernement conservateur encore, le ministre Robichaud. Puis là, chaque fois qu'on a un nouveau ministre, on a une nouvelle vision pour la forêt. Alors, on a beaucoup d'incertitudes. Puis là, la forêt de conservation a été réduite à 28 % au lieu de 30 %, qui quand même, selon les biologistes, ça peut satisfaire l'atteinte de nos objectifs d'habitat et de maintien de biodiversité. Mais là, ça varie dépendant de c'est qui parle le plus fort là, dans les lobbies. Dans les dernières années, ça varie entre 28 et 23 %. Alors, le 5 %, c'est ce que j'appelle la guerre du 5 %. Alors, ici, on va voir ici la forêt de conservation qui était de 30 % dans le plan qui nous avait été proposé par le ministre Arsenault, du gouvernement libéral, en 2009. C'était supposé de baisser à 23 %, mais il y a aussi d'autres éléments. Ici, ce qu'on nous disait, que c'est la zone naturelle protégée, elle a augmenté de 4 à 8 %. Mais là, la forêt de conservation, là, il y a des restrictions. Ça coûte plus cher à exploiter. Alors, les industriels, ça ne leur dérange pas trop qu'on va tout mettre ça protégé. On va pas, de toute façon, ils n'y allaient quasiment pas parce que ça coûtait trop cher. Alors, augmenter les zones protégées, c'est pas sérieux, mais ce qu'ils voulaient, c'est la réduction totale, globale de la forêt de conservation. Puis les zones naturelles protégées sont incluses dans la forêt de conservation. OK, puis là en 2012, on a une nouvelle politique avec le changement de gouvernement. Puis là, c'était le ministre Northrop avec les conservateurs. Lui, il allait maintenir la possibilité en résineux, mais il allait diminuer la possibilité en feuillus parce que le niveau de coupe qu'on avait, c'était non soutenable. Je pense que vous avez connu la même chose ici au Québec avec les nouveaux calculs, quand vous avez eu votre nouveau forestier en chef, qu'il y a eu des baisses de possibilités. Nous, on a maintenu pour les résineux, mais on a baissé pour les feuillus. On a changé des genres de coupes qu'on pouvait faire dans certains types de peuplement. Puis là, ce plan-là satisfaisait à tous les objectifs provinciaux pour le maintien de la biodiversité et des habitats. Puis, on maintenait l'obligation ou l'engagement du gouvernement précédent de doubler la superficie en aire protégée. Puis là, on a remonté ça à 28 %. Puis, on a changé le cycle de planification de 5 ans à 10 ans pour donner aux industriels plus de certitude dans leurs approvisionnements. Alors, au lieu de changer le chiffre à chaque 5 ans, c'est supposé juste changer aux 10 ans. Mais comme je l'ai mentionné tantôt, ça, ce n'est pas encore dans la loi. Alors, je ne sais pas si le nouveau régime va garder ça ou vont retourner à un cycle de 5 ans. Puis là, en plus de réduire l'incertitude pour les industriels, ça sauve sur les coûts de planification. OK, alors là, dans ce plan-là, ça, c'est des citations du ministre Northrop. Si la forêt de conservation était limitée à 23 % ou 25 % du territoire, moins de la moitié des objectifs relativement aux habitats auraient été atteints. Alors, selon les biologistes, on peut pleinement respecter nos objectifs pour l'habitat avec 28 %.
Mais là, peu après, il y a eu un changement de ministre. Puis le ministre a été remplacé par le ministre Robichaud, qui, lui, il nous arrivait du ministère du Développement économique. Alors, le gouvernement Alward, à la fin de son terme, là, ils ne sont plus là, ils ont vraiment mis l'accent sur le développement économique, le gaz de schiste, puis nos forêts. Alors là, pour une politique qui nous est sortie en 12 mars 2014, l'objectif, c'était de créer un environnement propice à l'investissement dans la modernisation des usines de transformation en augmentant le volume de bois disponible de Terre-la-Couronne. Alors, ce bois-là, on va le chercher où? Bien, on va aller chercher ça dans les zones d'habitat. Parce que nos plantations des éclaircies, ils ne sont pas prêts avant 30 ans, alors c'est la seule place où on peut aller les chercher. Alors, la forêt de conservation a diminué de 28 à 23 donc une perte de 18 Puis là, qu'est-ce que ça a fait? Ça a donné plus de bois en feuillus, puis plus de volume en résineux pour les industriels. Puis aussi, quelque chose qui était nouveau, puis qui n'est pas prévu dans la loi sur les terres et forêts de la Couronne, c'est que le ministère a signé des contrats sans consultation publique, puis qui faisaient le bonheur des industriels. Puis aussi, une autre chose que le ministre s'engageait à faire, c'est qu'au lieu de faire la vérification, ça allait être un système axé sur les résultats qu'on ne sait pas trop c'est quoi là encore, là, puis ça va être maintenu, mais c'est qu'il y aurait moins de personnel du ministère qui ferait les suivis sur le terrain après les coupes, puis là, vérifier les plans, puis là, le gouvernement allait sauver de l'argent avec ça. Alors, les résultats attendus de cette politique qu'on a depuis le mois de mars, c'est qu'on allait avoir une hausse d'investissement de 600 millions de dollars. Puis ça, c'était des engagements contractuels des industriels qui allaient investir dans la modernisation des usines. 500 emplois payés dans le secteur privé, dans ces usines-là, 1200 emplois de créés dans la modernisation des usines, augmentation de 22 millions dans les salaires, hausse des paiements de redevances sur le bois coupé sur les terres de la province, une réduction des coûts de vérification parce que le gouvernement en faisait moins. Puis là, ce qu'on disait, c'est qu'une fois que les usines étaient modernisées, puis là qu'il y avait le bois additionnel des terres de la Couronne, mais qu'il y aurait encore une capacité accrue, qu'on pourrait créer une demande accrue pour le bois sur les terres des lots boisiers privés. Les résultats obtenus à date, les industriels, bien évidemment, ils apprécient beaucoup cette politique, ces volumes additionnels, cette certitude additionnelle, puis ils ont effectivement annoncé des investissements majeurs dans la modernisation des usines. Par contre, les citoyens soucieux des valeurs environnementales, ils déplorent la réduction dans la forêt de conservation. On a des soucis qu'on va être en bas des seuils nécessaires pour le maintien de notre biodiversité indigène. Les propriétaires de lots boisiers privés, là, la prévision d'augmentation accrue des usines, ils n'en croient pas trop là-dedans. Qu'est-ce qu'ils croient? C'est que la disponibilité accrue de bois sur les terres de la Couronne, bien, ça crée une compétition additionnelle pour le bois des lots privés, puis que ça va garder les prix très bas comme ils ont été depuis les dernières années. Alors, les propriétaires de lots boisiers privés sont vraiment pas contents de cette politique. Puis, les Premières Nations, ils déplorent le manque de consultation concernant la prise de décision sur la gestion des terres publiques. On a encore des questions de revendication territoriale, les droits ancestraux, l'obligation de consulter, puis rien de ça a été respecté. Alors, une chronologie, juste pour compléter, qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours. De mars à octobre, les industriels ont signé à huis clos avec le gouvernement des contrats d'approvisionnement, puis des engagements pour des investissements. Il y a eu un déluge de lettres aux députés, puis dans les médias locaux, des pour et des contre, mais je pense que dans ce cas ici, c'est les contre qui le remportent. Il y a eu le 17 avril une rencontre à Fredericton des groupes en opposition. Le 13 mai, il y a eu une démonstration à l'Assemblée législative. Il y avait 28 groupes qui étaient représentés, des lots boisiers privés, il y a des municipalités, les groupes environnementaux, les Premières Nations étaient toutes là. Les Premières Nations, le 15 août, ils ont demandé une injonction à l'application de cette nouvelle politique.
Le 22 août, ça a été rejeté par la juge parce qu'elle a déterminé qu'il n'y avait pas un préjudice irréparable imminent. Alors, une injonction provisoire, là, ça exige ça, mais ce n'était pas imminent, là, la perte qu'on aurait, des impacts néfastes qui étaient prévus par certaines personnes sur l'environnement. Le 22 septembre, on a eu l'élection provinciale. On a eu la défaite du gouvernement conservateur et la défaite personnelle du ministre Robichaud. Alors, moi, je ne sais pas c'est quoi les raisons, là, on peut spéculer, mais là, les gros dossiers que les ministres poussaient, puis le premier ministre poussait, c'était les gaz de schiste, puis la nouvelle stratégie forestière. Alors, on peut supposer que ces politiques-là n'avaient pas l'appui de la population du Nouveau-Brunswick. Puis là, le 9 octobre, on vient d'apprendre que les Premières Nations sont allées en appel pour une injonction provisoire. Puis ça aussi, ça a été rejeté, mais il y a une action qui se poursuit. Ça, c'était juste pour arrêter ça dans le moyen terme, mais pour ce qui est de le manque de consultation, ça, il va y avoir des poursuites additionnelles qu'on va voir. Alors, pour conclure, au fil des ans, on a eu une diminution dans la priorité accordée à la production ligneuse, puis une augmentation dans la priorité accordée aux autres valeurs forestières. Alors là, on s'enlignait là, avec les plans de 1982, excusez, toujours le mauvais piton. Vous voyez là, la partie en haut de la figure, là, plan de 82, là, on s'enlignait pour une forêt comme on voit à droite. Alors, une forêt normalisée en résineux, puis il n'y a pas de vieux peuplement, puis pas beaucoup de diversité. Alors, là, on a noté que ça va avoir un impact négatif sur la biodiversité, puis les habitats fauniques. Alors là, ce qu'on avait jusqu'à 2011, c'était plus une vision d'aménagement écosystémique, une forêt diversifiée en termes d'essence, puis en termes de structure de clusterage, puis qui pourrait mieux rencontrer des objectifs d'aménagement écosystémique. Mais là, tout de suite, on semble se revirer de bord, puis l'augmentation de la priorité accordée à la production ligneuse. Alors, le titre de ma conférence, là, j'étais supposé de répondre à une question, où en sommes-nous, là, mais là, je ne suis pas certain. Là. Le nouveau gouvernement ne s'est pas prononcé sur la politique de 2014 durant la campagne électorale, puis là, les députés puis le premier ministre viennent juste de se faire assermenter la semaine dernière. Puis là, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'il n'y avait pas assez d'informations pour prendre une décision. Alors, ça regarde mal. Alors, c'est un retour. Toutes les questions, tous les débats qu'on a en foresterie, ça vire toujours autour de la même question. C'est qu'est-ce qu'on fait avec nos forêts? Des forêts pour qui et pourquoi? Puis au Nouveau-Brunswick, là, on ne sait pas là, où on s'enligne. On a des contrats. Peut-être que les contrats sont irréversibles. Si le gouvernement actuel décide de renoncer à ces contrats-là, il va y avoir des pénalités à payer, des grandes pénalités, là, mais là, on ne sait pas. Là. Puis, une autre chose qui manque, là, le grand manque du gouvernement antérieur, Allward, c'est qu'il n'y a pas eu de consultation publique. On a gardé tout le monde dans l'ombre. Puis là, le gouvernement a payé pour ça. Là. Peut-être qu'en expliquant aux gens les raisons d'être du gaz de schiste puis de la nouvelle politique forestière, qu'on aurait eu l'appui, puis on aurait encore ce gouvernement-là, mais ça n'a pas été fait. Alors, c'est un message à tous les gouvernements, et y inclut notre nouveau gouvernement avec notre nouveau premier ministre, Brian Gallant, qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là. Alors, c'est un dossier à suivre. Je vous remercie. Cette année, c'est encore le temps de vous dévoiler la personnalité forestière 2014. Monsieur Théberge. Alors, bonjour à tous et à toutes. Préoccupation constante pour la filière forêt-bois. Ce sont les premiers mots qui me viennent à l'esprit quand on m'a demandé de présenter notre personnalité forestière 2014. Préoccupé par la filière forêt-bois, je peux vous le confirmer, car je côtoie cette personne depuis maintenant 15 ans. J'ai pu constater à quel point le parcours de notre invité l'a amené à s'investir pour contribuer à sauvegarder les acquis de notre région en lien avec la filière forêt-bois et parfois crier haut et fort pour obtenir de nouveaux outils de développement au bénéfice de notre région et de l'industrie forestière.
Diplômé en 1982 au baccalauréat en administration des affaires à l'UQAC, notre jeune diplômé entreprend sa carrière à titre d'enseignant en administration de 1983 à 1988 au Cégep de Saint-Félicien et au Centre d'études collégiales à Chibougamau. Au printemps 88, il entame un nouveau défi au sein des Caisses Desjardins, où il sera tour à tour directeur des opérations courantes à la succursale de Dolbeau et ensuite analyste conseil en ressources humaines à la Fédération des caisses régionales à Métabetchouan. De 1991 à 1997, il revient au Cégep de Saint-Félicien à titre de conseiller en formation à la formation continue et ensuite directeur des ressources humaines et secrétaire général. En 1997, ayant toujours été près du secteur forêt-bois, que ce soit au niveau de la formation ou du développement, il fait le saut à l'usine de pâtes Kraft de Saint-Félicien, où il occupera le poste de directeur adjoint des ressources humaines. Mais le milieu scolaire l'attire de nouveau, et c'est en 1999 qu'il retourne au Cégep de Saint-Félicien, mais cette fois à la barre de la direction générale. C'est notamment à compter de ce moment qu'il investit son expertise et son réseau de contacts au profit de notre milieu pour faire en sorte qu'après plus de 15 ans à titre de directeur général, il a grandement contribué à forger le bilan que je vous résume en 3 volets. Et là, on a une acétate, oui. Donc ça, c'est la chose. OK. Alors, premier volet, la formation et le perfectionnement de la main-d'œuvre. Notre personnalité forestière a grandement contribué au maintien et à l'exclusivité provinciale du programme de DEC en technique du milieu naturel, qui est offert au Cégep de Saint-Félicien depuis 1974, avec 258 étudiants inscrits actuellement sur le parcours de 3 ans. Ce nombre représente 25 % de la clientèle du Cégep. De ce nombre, donc des 258, 90 % de ces étudiants proviennent de l'extérieur de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, imaginez l'importance de maintenir ce programme collégial ici, chez nous, à Saint-Félicien. Continuons avec la création de l'offre de formation en 1999 du DEC en technologie de la transformation des produits forestiers. Bien que ce programme de formation soit actuellement suspendu faute d'inscription, notons que 48 technologues diplômés ont été formés dans les années 2000 et occupent maintenant des fonctions clés au sein de l'industrie du sciage de la région. On se souviendra d'ailleurs de l'étude réalisée par GPS en 2006 à la demande de notre personnalité forestière qui dénombrait déjà à ce moment un besoin de 206 technologues formés pour répondre aux défis à venir dans l'industrie du sciage. Également, par son service aux entreprises et aux collectivités, le Cégep de Saint-Félicien a mis en œuvre des attestations d'études collégiales visant à soutenir la filière forêt et bois. On pense à l'optimisation et contrôle en transformation des produits forestiers, la formation en pâte et papier plus récemment, la gestion intégrée des ressources, la gestion des services de produits fins, notamment pour les petits fruits, les PFNL et récemment les champignons. Il faut que je fasse les deux en même temps. Alors voilà, sans compter les autres AEC dans le domaine récréo-touristique. Deuxième volet, la promotion et l'utilisation du matériau bois. Alors, notre personnalité forestière a été un partenaire de premier plan dans la mise sur pied des accros de la forêt qui vise à modifier les perceptions envers l'industrie forestière, entre autres par la valorisation de l'utilisation du matériau bois et des métiers reliés au bois. Également, on peut noter la participation aux activités de l'Association forestière, notamment par son partenariat à sa planification stratégique et aux activités Viens vivre la forêt, et encore plus récemment, la certification École forêt et bois. Ça continue. Au niveau de la mise en valeur du matériau bois, nous pouvons parler de la construction des appartements étudiants du Cégep de Saint-Félicien. On parle de structures et de parements, de même que les enseignes extérieures du Cégep, sans compter les autres éléments qui sont utilisés en bois. Troisième volet et dernier volet, le support au développement territorial et régional. Notre personnalité forestière a assumé la coprésidence avec M. Michel Belé, alors recteur à l'UQAC, d'une démarche visant à doter le Saguenay-Lac-Saint-Jean d'une stratégie régionale de développement de la filière forêt-bois. Il a été également à la présidence de CIDEL pendant plus de 10 ans, soit le Centre d'innovation et de développement expérimental du Lac-Saint-Jean-Nord, une organisation qui visait à positionner
à positionner avantageusement le territoire Maria-Chapdelaine et Domaine-du-Roi dans le domaine forestier, à lui donner un plan d'action de développement territorial, le PACT, et à initier plusieurs projets toujours liés au secteur forêt et bois. Il a été également membre du comité de suivi de la Commission Coulombe, qui visait notamment à examiner l'administration du régime forestier québécois, ainsi que les résultats atteints, notamment en matière de possibilités forestières. Et plus récemment, il n'a pas ménagé ses efforts pour supporter la recherche et le développement au Cégep de Saint-Félicien, avec la mise en œuvre de l'analyse des produits du bois en partenariat avec 72 firmes du secteur. Alors, chers congressistes, j'arrêterai ici la nomenclature des implications de notre digne invité, et sans plus tarder, vous l'aurez deviné, j'ai l'immense plaisir de vous présenter la personnalité forestière 2014 de l'Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Louis Lefebvre, directeur général du Cégep de Saint-Félicien. Avant de laisser la parole à M. Lefebvre, j'inviterai M. le président de l'Association forestière, M. Poulain et M. Simard, député de Dubuc et adjoint parlementaire du premier ministre, à venir à l'avant pour remettre les prix à la personnalité forestière 2014, M. Lefebvre. On est tradition, hein, ce sont des œuvres en bois de Victor Dallaire. Monsieur le Président, vous allez lui remettre la plaque. Ça, c'est le sigle de l'association, entre autres. Et comme Monsieur Lefebvre va partir à la retraite bientôt et qu'il adore la forêt, un bâton de marche, un bâton du pèlerin, pour qu'il continue à penser forêt et bois. Monsieur Serge Simard, député de Dubuc, adjoint parlementaire, du premier ministre, mais je vais, comme je le fais d'habitude, dire mon ami Serge. Monsieur Gérard Poulain, président de l'Association forestière, mon ami Gérard également. Madame Colette Robertson, présidente du conseil d'administration du Cégep de Saint-Félicien, ma présidente. Monsieur Gilles Potvin, maire de Saint-Félicien, mairesse. Vous savez qu'il y a beaucoup de distingués invités aujourd'hui, mais je me limiterai, si vous me permettez, donc distingués partenaires et représentants de l'industrie forestière, Mesdames, Messieurs. D'emblée, membre du conseil d'administration de l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je vous remercie sincèrement pour cette marque de reconnaissance, bien que je sois très flatté et très heureux de cet honneur que vous me faites, humblement, je ne peux l'accepter personnellement. Je me dois de le recevoir au nom du Cégep de Saint-Félicien et de le partager avec notre personnel, nos artisans qui, depuis plus de 40 ans, supportent le développement de la main-d'œuvre de la filière forêt-bois. À ce titre, permettez-moi de souligner plus particulièrement la contribution exceptionnelle d'un professionnel du Cégep de Saint-Félicien, jeune retraité, M. Gérald Lebrun, que plusieurs d'entre vous connaissent bien, qui, pendant plus de 20 ans, a innové dans la mise en œuvre de programmes de formation visant le développement des compétences du personnel de la filière bois, dans la promotion de l'utilisation du matériau bois, dans la recherche et développement, plus récemment au niveau de l'analyse de cycle de vie des produits du bois. Gérald, merci infiniment pour ta précieuse contribution. Mesdames, Messieurs, on pourrait donner une main d'applaudissement si vous le voulez à Gérald. Où es-tu, Gérald? La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus grande région forestière du Québec, je ne vous apprends rien aujourd'hui ici, là, compte tenu de sa dépendance marquée au niveau de cette industrie, est confrontée depuis plusieurs années à des défis de taille, notamment au niveau des effets pervers d'une perception négative envers l'industrie forestière, avec comme conséquence, entre autres, d'accentuer la problématique associée au renouvellement et au recrutement d'une main-d'œuvre qualifiée. À titre d'exemple, au Cégep de Saint-Félicien, bien que nous soyons un des 2 seuls collèges au Québec à offrir le diplôme d'études collégiales en transformation des produits forestiers,
nous n'avons accueilli aucun étudiant au cours des 4 dernières années, ce qui est totalement inacceptable quand on sait qu'il y a des besoins de plus de 200 techniciens présentement pour l'industrie. Pourtant, dans le contexte actuel, l'industrie a besoin, comme jamais, de techniciens qualifiés pour contribuer à son évolution dans un environnement en mutation. Il a fallu et il faut miser sur l'innovation et développer des programmes de formation adaptés à vos réalités afin de minimiser les impacts de la problématique du recrutement. Je me permets ici de remercier plusieurs d'entre vous présents aujourd'hui pour votre précieuse collaboration. Tout comme le rôle joué par l'Association forestière en matière de sensibilisation aux réalités de l'industrie, le Cégep de Saint-Félicien, particulièrement au cours des dernières années, a investi et déployé beaucoup d'efforts avec des partenaires du milieu à mettre en œuvre des stratégies novatrices dans la perspective d'améliorer la perception au niveau de l'industrie forestière. Le concept « Les accros de la forêt » en est un bel exemple. En lien avec la thématique du congrès « Forêt et bois, que sera demain ?» Difficile pour moi de vous le dire, je ne le sais pas. Mais je suis convaincu d'une chose, par exemple, après toutes ces années, que le défi de la perception est et demeurera un enjeu majeur pour l'industrie forestière, que tous les partenaires devront relever, et cela ne pourra se faire que par la mise en œuvre, ça ne sera pas long, permettez-moi, de stratégies consensuelles et concertées dans lesquelles nous tous avons et aurons un rôle à jouer. Soyez assurés que le Cégep de Saint-Félicien sera toujours un partenaire de premier plan pour l'industrie forestière et nous nous engageons à maintenir notre leadership pour le développement des compétences et pour la promotion de l'utilisation du matériau bois. À cet égard, ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui n'ont pas eu l'occasion de voir nos enseignes extérieures, c'est à proximité d'ici, nos appartements étudiants, je vous invite à venir nous voir, ça va nous faire un grand plaisir. Encore une fois, 1000 merci pour cette reconnaissance et bonne fin de journée, bon congrès.